Et pour ce dernier numéro de la semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Redoulès. Bonjour Olivier. Bonjour. Directeur des études de Rexecode. Olivier Lianci, professeur au CNAM, auteur de Réindustrialiser, le défi d'une génération. On parlera des nombreux défis qui nous attendent tout à l'heure. Bonjour Olivier. Et puis à vos côtés, Erwan Tison, chargé d'enseignement à l'université de Strasbourg. Bonjour. Bonjour Erwan. D'abord, pour commencer, la une aujourd'hui de la Tribune. On la voit, elle s'affiche. C'est Jean Tirole qui tire la sonnette d'alarme. La dette française est devenue le baromètre de nos fragilités. Il a une bonne formule. Je vais vous demander de réagir à ça. On déplace des transats pendant que le Titanic coule. C'est un peu ça l'idée, Olivier Redoulès ? Effectivement, quand on voit l'effort budgétaire qui est devant nous pour stabiliser la dette en part de PIB, alors ça ne veut pas dire stabiliser la dette en milliards, qui elle devrait continuer d'augmenter au même rythme que la croissance, mais c'est juste qu'elle ne grandisse pas plus vite que la richesse que nous produisons dans l'ensemble de l'économie. C'est ça, en fait, l'objectif qu'on a. C'est une course de vitesse entre croissance entre ce qu'on produit d'un côté et nos engagements vis-à-vis de nos créanciers de l'autre. Et c'est ça tout l'enjeu. Et pour faire cet effort-là, on a devant nous une marche d'escalier qui est de l'ordre de 120-130 milliards d'euros. À faire dans les 7 prochaines années. Donc, on découpe par tranche, donc autour de 30 milliards d'euros en fonction des années. Et donc, c'est ça vraiment l'enjeu. Et là, on est en train, en fait, et on a un problème derrière ça de dépenses, en fait. C'est un sujet où c'est la dépense qui croît beaucoup plus vite que le PIB, et on cherche sans cesse de nouveaux prélèvements obligatoires, alors que le fond du débat devrait se concentrer sur comment on arrive, pas à baisser, mais à maîtriser la dépense. C'est ça l'enjeu. Je vois que vous nous dites, dans les 7 prochaines années, ça veut dire que vous avez déjà oublié l'objectif de retour aux 3% dès 2029. Ça y est, on est déjà sur 2032, là ? Non, ce qui veut dire, c'est que ce qu'il faut avoir, 2029, effectivement, il reste l'objectif aujourd'hui. C'est l'objectif officiel qu'on a de débat public français, mais notre engagement vis-à-vis des autorités européennes, qui a été pris l'an dernier et qui est encore en vigueur, c'est jusqu'en 2031. En fait, on a un effort de l'ordre de ce qui était prévu par le plan Bayrou cette année, donc de 0,7-0,8% du PIB, 0,7-0,8 points de PIB, à peu près 25 milliards pour cette année, tous les ans jusqu'à 2031. Donc c'est ça qui est en jeu, et ça c'est l'objectif en fait de, donner des gages sur la soutenabilité de notre dette publique, c'est-à-dire justement pour éviter le risque de faillite que mentionne Jean Tirole dans sa tribune. Et oui, je rappelle donc que l'INSEE, hier, j'ai oublié de donner les chiffres, a publié la dette au 2e trimestre. Nous sommes fin juin à 3 416 milliards d'euros de dette. On l'a dit en milliards, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. C'est 115,6 points de PIB à la mi-2025. Un an auparavant, quand Michel Barnier est arrivé à Matignon, on était à 112 points. Est-ce que c'est en train de déraper, là, Erwan Tison ? Non, ça continue la lente chute, la lente progression, justement. Mais on est dans un contexte où on a effectivement une croissance qui est fortement atone. On a, et pas qu'en France, hein, sur toute la zone euro, c'est à peu près pareil, même s'il y a des zones qui sont un peu plus dynamiques que nous. On a une productivité du travail qui n'a toujours pas qui peine à retrouver son niveau de 2019, donc du coup qui est en tendanciel à quasiment 6 à 7 points de moins que ce qu'elle aurait dû être. Et on a surtout une situation politique qui empêche et qui bloque toute proposition ou toute, on va dire, déploiement de n'importe quel outil qui pourrait nous permettre de faire marche arrière. Déjà, sur l'interview de Jean Tirole, moi, je trouve ça très bien que des personnalités comme ça sortent du bois. J'espère qu'il aura la même couverture médiatique, notamment sur le service public, que l'ont eu d'autres économistes d'un autre bord. Ça serait pas mal pour équilibrer un petit peu les temps de parole. Deuxièmement, quand on regarde un petit peu sur ce qu'il dit, c'est toujours compliqué, ce genre de discours, parce qu'effectivement, l'image du Titanic est extrêmement frappante. Hein. On avait d'habitude celle avec les violons. Les violons, voilà, tout à fait. Maintenant, c'est celle des l'orchestre du Titanic qui continue de jouer. Celle des Transat est peut-être adaptée à la France, parce qu'un pays qui adore le farniente, qui adore la retraite très tôt et les RTT. Il y a le sens de la formule. Hein, exactement. Mais par contre, c'est toujours le problème de se dire, effectivement, la dette est absolument catastrophique et on risque demain, si jamais on ne fait rien, la banqueroute. Moi, je me rappelle, dans mes jeunes années de formation, on m'avait toujours dit, et la plupart des études économiques solides au niveau international disaient qu'au-delà de 100% du PIB de dette publique, un État était en faillite. Alors, un État ne peut pas faire faillite, il fait plutôt défaut, mais c'était les termes qu'il y avait à l'époque.
On a remarqué que c'était une bulle qu'on pouvait percer. Puis oui, après, c'est plus tout à fait le paradigme aujourd'hui. Le problème aussi qu'il y a, donc effectivement, il a raison de sonner la sonnette d'alarme, mais le problème, c'est un petit peu comme quand vous criez souvent au loup. C'est qu'au bout d'un moment, les villageois se disent, de toute façon, le loup viendra pas. Et le problème, c'est quand le loup vient, qu'est-ce qui se passe? Ils se font tous dévorer. Donc ça, c'est un petit peu Et juste un dernier point sur le chiffre que vous avez donné. J'ai fait un tout petit calcul hier qui est assez rigolo. On devrait atteindre les 4 000 milliards de dettes le lendemain d'élection présidentielle de 2027. C'est un très joli cadeau. Rendez-vous est pris. Pour le prochain quinquennat. Oui, exactement. Olivier Luancy, ce que nous dit Jean Tirole, on déplace des transats quand le Titanic coule. Il parle du poison de la pensée à somme nulle qui condamne la France à la pauvreté. Une vision partagée à droite comme à gauche que l'économie se résume au partage d'un gâteau de taille fixe. C'est ça la grossière erreur ? C'est sans doute une des erreurs qu'on fait. Moi, je reste marqué par le débat qui tourne en rond sur la dépense. Ça a été dit à l'instant. C'est véritablement, je pense, la priorité. Avant d'être dans l'enseignement et puis d'écrire des livres sur la réindustrialisation, j'ai eu la chance de passer 10 ans dans l'entreprise. Quand une entreprise a son marché qui dévisse, elle réajuste. Les efforts à faire par rapport à ce que font les entreprises sur les dépenses publiques ne sont pas du tout considérables. C'est-à-dire, on a l'impression d'avoir une montagne, mais dans le monde privé, on a déjà fait des montagnes russes beaucoup plus importantes. Je peux prendre l'exemple que j'ai vécu à titre personnel, mais tous les chefs d'entreprise l'ont vécu. En 2008-2009, mon marché a dévissé de 20%. J'étais dans le bâtiment à cause de la crise financière. Oui. On a adapté la structure. Point. Et donc, ce manque de courage politique sur la dépense, je pense, crée une défiance très forte par rapport au monde économique. Le deuxième point que vous soulignez, qui est très fort, c'est que on réfléchit à somme nulle, c'est-à-dire où est la croissance, quand est-ce qu'on va chercher le résultat que vous donnez, la dette sur le PIB, il y a un dénominateur qui est le PIB. Oui. C'est bien de réduire le déficit, mais où est-ce qu'on va chercher l'augmentation du dénominateur? Où est-ce qu'on va chercher la croissance? Et notamment pour le secteur que j'affectionne particulièrement, on a des potentiels de réindustrialisation. On peut aller chercher de la croissance sur ce secteur-là en évitant la politique qu'on a aujourd'hui qui consiste à dépendre beaucoup d'importations. Quand est-ce qu'on va le faire? Encore une fois, les deux sont nécessaires. Le numérateur, le déficit, et le dénominateur, la croissance. C'est le grand absent de la copie pour l'instant. Comment soutenir effectivement la croissance? Mais je voulais revenir sur cette idée dans le privé, quand il y a des efforts à faire, on le fait. Les États ne sont pas des entreprises non plus, mais d'autres États en Europe qui ont été confrontés à la crise ont fait ces efforts. Ça peut exister aussi dans le public. On a des exemples en Europe. Olivier, oui, alors on a un certain nombre d'exemples de pays qui ont réduit leur dette publique, leurs dépenses publiques, leur déficit public, dans des proportions comparable à l'effort qui est demandé à la France, au fond, c'est-à-dire de plusieurs points de PIB. On peut penser à la Suède, au Danemark des années 90, on peut penser au Portugal sur la période récente. Ce qui, quand même, est un trait assez caractéristique, c'est que souvent, ça vient à la suite d'une crise. Parce qu'en fait, il faut pas se mentir, on est dans une situation aujourd'hui où 57% des Français sont bénéficiaires d'aide à redistribution. Ça veut dire que le déficit public, on en bénéficie un peu tous. Oui. C'est absolument pas perçu par l'opinion publique. On a publié hier un sondage qui dit exactement l'inverse. 58% des Français estiment qu'ils ne sont pas gagnants dans ce système. On marche sur la tête. Parce qu'en fait, on est aussi dans une inflation des besoins que l'État essaie de couvrir en multipliant les objectifs. Et à la fin, on a l'impression d'être mal servi pour tout, mais on a eu quand même, par exemple, on ne s'en rend pas compte, mais au cours des 25 dernières années, le nombre de fonctionnaires a augmenté à peu près de 25%, que la population a augmenté de 15%. Donc en fait, on ne se rend pas compte de la quantité de la hausse des services publics. Et pareil, qu'on se compare par rapport à l'Allemagne, qui pourtant est dans une situation démographique plus fragile que nous, on a plus augmenté la dépense sociale. C'est vrai par rapport à l'Allemagne, mais c'est aussi vrai par rapport à la moyenne des pays de l'Union européenne. Au cours des 20 dernières années, on a davantage augmenté la dépense sociale en point de PIB. Donc on fait une sorte de différence par différence, et on voit que quand même, au-delà des niveaux qu'on compare, où on sait qu'on a plus de dépenses sociales que les autres, on a aussi tendance à plus augmenter. Mais de fait, en fait, dans les pays qui sont dans des situations comme la France, et c'est là où c'est ce qui fait que la situation est risquée politiquement, c'est-à-dire que le capital politique pour faire des réformes est très limité. Oui. On voit bien que dès
dès qu'il s'agit de demander des efforts, si c'est les autres, oui. Si c'est moi, c'est plus compliqué. Souvent le cas, oui. Et effectivement, parce que ça fait jamais plaisir, quelle que soit la situation, de réduire son train de vie. Mais la complexité de la situation, c'est qu'on notre train de vie aujourd'hui, en quelque sorte, est financé par de la dette, même si on n'a pas forcément un déséquilibre courant extérieur, notre solde extérieur est proche de zéro, mais structurellement, en fait, on a une mécanique qui fait qu'on redistribue de la dette aux ménages et qui fait qu'en fait, notre économie et à la fois notre train de vie sont dépendants de l'endettement. On parlait avec mon camarade Emmanuel Le Chip ce matin d'une citation géniale d'Hannah Arendt dans La crise de la culture. Un État qui s'immisce partout ne fait pas que fragiliser les institutions, il détruit également les relations de confiance entre les citoyens car il s'interpose entre eux et les rend étrangers les uns aux autres, avec un taux de dépenses publiques de 57% à Wann-Tison. C'est un peu ça le problème aujourd'hui. Quand on voit l'incompréhension de la population autour de la redistribution, 57%, près de 6 Français sur 10 sont bénéficiaires, ils ont l'impression que c'est l'inverse. Oui, ils ont l'impression que c'est l'inverse, mais parce que c'est... Et moi, je vois que pour moi, c'est un peu le signal qu'il y a, le message qu'il y a derrière cette demande de justice fiscale. Il y a eu 2 manifestations les derniers jours. Ce qui était assez intéressant, c'est de voir un peu les discours, écouter tout ce qui a pu être dit dans les cortèges, analyser ce qu'il y a dans les pancartes. En fait, moi, j'y vois pas une demande de redistribution fiscale beaucoup plus accrue. J'y vois en fait un cri d'alarme lié en fait tout simplement à un décrochage relatif et un décrochage absolu. De qui, la plupart du temps, des personnes qui sont des actifs, des salariés. Oui. Il y a un chiffre qui moi, me horrifie à chaque fois que je l'analyse, c'est il y a aujourd'hui, le SMIC est à combien ? 1425, 1426 mensuel un peu au-dessus, quasiment à 1500 €. Avec, quand vous ajoutez en plus la prime d'activité, vous êtes à 1500, 1510 €. Quand vous regardez le salaire médian, enlevé de l'impôt sur le revenu, on est à quoi ? 1950 €. C'est-à-dire qu'il y a 50% des actifs, 50%, donc il y a plus de 12 millions de personnes qui se situent en 480 €. Quand vous savez que vous allez progresser, ça c'est les travaux d'Antoine Fouché, d'à peu près 2 à 3 déciles de revenus pendant votre carrière, c'est-à-dire que vous pouvez espérer, quand vous rentrez sur le marché du travail, si vous êtes en dessous des 50%, des 50 premiers pourcents, oui, vous pouvez espérer à peine gagner 300 € entre vos 25 ans et vos 65 ans. Voilà. Assignation à résidence sociale. C'est ça aujourd'hui l'étendue de... Et je pense que ce décrochage-là, il est perçu de manière très concrète par la plupart des ménages. Vous habitez dans une grande ville, comme c'est le cas de 70% des actifs, vous devez payer 30% de votre revenu en logement. Donc ça veut dire quoi concrètement pour un ménage à 2 000 € chacun, donc 4 000 € de revenus, ce qui à l'époque, il y a 30 ans, faisait de vous la classe moyenne supérieure quand même. Pas parler comme mes parents, mais 25 000 francs quand même, c'était pas rien. Oui. Aujourd'hui, vous vous retrouvez tout simplement avec un logement à 1 500 € pour 32 mètres carrés. Donc, impossibilité d'avoir un enfant. Et quand vous avez la possibilité d'avoir un enfant, c'est-à-dire que vous vous entassez, donc des conditions de vie dégradées, vous rajoutez à ça 1 000 € de garde, après les aides. Donc, c'est-à-dire que le premier du mois, vous avez quasiment 2 600 € qui sont partis sur vos 4 000 €. Vous ajoutez l'alimentation, etc. Il vous reste environ 300 € chacun de pouvoir d'achat arbitrable. Donc, effectivement, quand vous voyez ce décrochage-là, donc ça, c'est le décrochage absolu. Et quand vous voyez ce décrochage relatif par rapport à d'autres, où on vous dit, bah oui, mais les riches, ils ont multiplié leur fortune par 70 ces 30 dernières années sans rien faire, avec la rhétorique de l'actionnaire qui a son chapeau à forme et puis un peu comme le monsieur Monopoly et qui est sur un transat en train de se la couler douce à l'autre bout du monde, alors que vous êtes à plus de 35, 36, 40 heures de travail par semaine, vous vous entassez dans des petits appartements et que vous n'avez pas de pouvoir d'achat pour vos loisirs, au bout d'un moment, effectivement, vous vous dites, moi je suis en décrochage par rapport à ces gens-là. Et si en plus, vous avez un diplôme, vous avez bac plus 3, bac plus 5, donc vous avez grandi dans la perspective où vous êtes endetté en vous disant, le diplôme c'est la voie royale pour devenir cadre et avoir une vie aisée, donc vous vous rendez compte que la promesse républicaine, elle est rompue. Donc là, effectivement, vous avez toutes les raisons de vous dire où va l'argent. Et on peut lutter contre ça, on pourra peut-être en reparler après, mais déjà, la première des choses, quand un marché économique est grippé, la première des choses qu'on dit, c'est la transparence sur les prix. Donc si on avait... Beaucoup de vos invités font cette proposition-là sur votre plateau, je pense qu'elle est très, très pertinente. À la fin de l'année, par exemple, juste une information sur combien est-ce qu'on a perçu, à la fois en financier, mais aussi en matériel. Oui. Par exemple, certains de vos invités disaient le fait de pouvoir aller profiter d'un service, par exemple, de gardiennage ou de police municipale, ça a un coût. C'est environ 1 000 € par an. Comme ça, on pourrait le répercuter sur le revenu disponible des actifs. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Déjà, on pourrait se dire, du coup, je profite aussi. Il y a des dépenses que je n'ai pas à mettre de ma poche. Ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur, donc exactement. Effectivement, on a l'impression que c'est un acquis. À faire. Olivier Rodoulès. Non, je suis tout à fait d'accord avec Erwan, c'est-à-dire on est peut-être allé sans doute
trop loin de la redistribution. En fait, on a une progressivité des prélèvements sur les revenus, des prélèvements, et en plus qu'on ajoute les aides, qui elles aussi sont pour partie progressives. En fait, on est dans une situation où on égalise les situations, en fait, on égalise les niveaux de vie très fortement. Est-ce que les Français adorent, non? La passion française pour l'égalitarisme. Mais la contrepartie de ça, c'est que quand on progresse dans sa carrière, quand on fait des gains de productivité, quand on se forme, le gain net en termes de niveau de vie, il est très faible, en fait. Parce qu'on grimpe, certes, l'échelle dans le revenu, brut, mais en revenu net après impôt et après aide, en fait, on perd une partie des aides et on paie plus d'impôts. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui a été mal compris, sans doute, par la société. En fait, on a peut-être trop basculé du côté de la redistribution et on se retrouve dans une situation où les gens, en fait, on a des effets un peu, ce qu'on appelle désincitatifs de la fiscalité et même du système socio-fiscal. C'est toute la réflexion qui avait eu lieu au moment où on disait que, voilà, pour qu'un patron augmente son salarié de 100 euros net en termes de pouvoir d'achat sur son compte, il faut qu'il paie 500 euros de plus. Et ça, c'est sur les bas salaires. Hein. Mais c'est sur les bas salaires, mais en fait, ça va très loin, parce qu'en réalité, quand on monte sur l'échelle salariale, on se rend compte que les cadres, par exemple, qu'on est à 2,5 SMIC, 3 SMIC ou autre, on paie des niveaux de prélèvement qui sont juste incomparables par rapport aux autres pays européens. En fait, on surfiscalise le travail qualifié, et donc, de fait, en fait, quand on progresse en qualification, on paie plus de taxes. C'est pas très encourageant. Oui, mais c'est ce qui permet de réduire les inégalités de revenus. On dit souvent qu'en France, la différence, le facteur entre les 10% les plus riches et les 10% les plus modestes avant impôts et redistribution est un facteur x20, et un peu plus même, réduit avec les services publics à un facteur x3. Seulement. Donc c'est ce qui permet de faire société aussi un peu, non? Ce qui permet de faire société, mais par contre, en termes de perspective de progression personnelle et plus au niveau macroéconomique en termes d'efficacité, c'est pas forcément idéal. Bon, je voulais qu'on revienne sur ces patrons pro-taxe Zuckman. On avait ce matin, dans la matinale de BFM Business, Jean-Baptiste Rudel, c'est le fondateur de Criteo, entrepreneur français. Voici ce qu'il nous indiquait sur la taxe Zuckman. Lui, il est pour la payer, il dit qu'il faut la mettre en place. On l'écoute. Moi, j'ai passé 10 ans en Californie, où on est plus taxé qu'en France. La tranche marginale de revenus est supérieure en France. Ça n'empêche pas la création de valeur. Il y a une transparence complète sur les holdings personnels. Et oui, vous savez bien que la Californie, c'est l'épicentre de l'entrepreneuriat. Donc, il n'y a pas de lien direct entre la volonté d'entreprendre et le niveau des tracasseries fiscales ou administratives, quoi. Le vrai débat aujourd'hui, c'est qu'on va avoir des mesures qui vont être difficiles à prendre pour le budget. Et il faut créer un minimum de consensus social au sein de la population. Si jamais vous donnez raison aux gens, il y a un moment, ils descendent dans la rue, ils deviennent violents. Et ça, il faut vraiment qu'on évite ça, quoi. Ils ont peur, en fait. C'est ça, Erwan Tison? Oui, il y a un tien vaut mieux que deux tu n'auras. Donc on se dit, il vaut mieux être fusillé avec la taxe Zuckman que d'avoir quelque chose de beaucoup plus puissant peut-être après. Alors, quelque part, ils font... j'ai énormément de respect pour sa carrière et pour ce qu'il a créé. Et on a besoin justement de personnes comme ça, mais... Politiquement, c'est là aussi la limite de l'engagement des chefs d'entreprise dans le débat public, c'est que ça part d'un bon sentiment, peut-être que c'est un peu aussi du virtue signaling, de dire mais regardez, moi je suis du côté des gentils, mais quelque part, s'il veut la payer, la taxe Zuckman, il peut faire un chèque de 2 milliards au trésor public. Absolument. Rien ne l'empêche. Les dons certains le font d'ailleurs. Certains le font. Alors c'est plutôt des montants de 50 euros. Et beaucoup 2 plus milliards, modestes. Exactement. Mais certains le font. Et donc moi je veux dire, j'adore les brocolis, mais je vais pas obliger tout le monde à en manger parce que je sais que ça peut être urticant. Oui. Là, le problème, c'est que il nous parle l'exemple de la Californie, etc. Il y a une logique d'écosystème en Californie. Il y a une logique aussi. Il y a des effets de signaux, il y a des effets de réputation, il y a des effets de cluster. Il y a énormément de choses que nous on n'a pas en France. Donc déjà transposer la Californie à la France, c'est déjà assez baroque. Deuxièmement, le problème de la taxe Zuckman, et nous on l'avait soulevé aussi dans une tribune publique d'autres entrepreneurs qui là pour des économistes et des élus qui pour le coup, d'ailleurs Olivier avait co-signé également, étaient foncièrement contre. C'était de se dire, le problème c'est qu'en fait on va casser notre outil de production. Donc le fait de dire on va acheter la paix sociale avec ça, le problème c'est qu'il faut faire attention aussi à la rue. Vous savez que vous citiez Hannah Arendt, on pourrait citer d'autres penseurs, notamment révolutionnaires, qui disaient que la rue est un ogre insatiable. Le problème c'est que si jamais on lui donne ça, qu'est-ce qu'on va lui donner après? Pourquoi? Parce qu'il y a ce sentiment de déclassement dont je parlais avant, qui est malheureusement extrêmement présent.
Il y a une demande, pas de justice fiscale, mais il y a une demande de pouvoir vivre de son travail qui est extrêmement grande. Et c'est pas avec la taxe Zuckman qu'elle sera résolue. C'est justement en renouant avec la croissance qu'on pourra justement faire en sorte que cette anxiété soit cassée, soit atténuée. Donc malheureusement, moi je comprends ce qu'il veut dire. Il veut quelque part rentrer dans le camp dans un camp, c'est très bien pour lui. Mais ce genre de discours-là sert en plus les partisans de la taxe Zuckman. Et il faut le redire, la taxe Zuckman qui s'attaque à l'outil de production, mon voisin le dira beaucoup plus brillamment que moi, c'est tout simplement le fait de casser l'outil productif français et de casser notre croissance potentielle. Bon, on parle d'un retour de l'ISF. La taxe Zuckman, c'était aussi pour ouvrir la fenêtre d'Overton. Ouais. C'est-à-dire qu'on vous promet un coup de massue, finalement c'est juste un coup de canon, vous n'allez pas pleurer. Mais l'ISF, quel effet sur l'industrie, Olivier Lanty ? Ça, c'est ce que moi je crains. Après, on est tous pour la justice fiscale, mais la taxation de l'outil productif, on l'a déjà payé très cher. Si on prend par exemple les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, où on est à un niveau, notamment dans l'industrie, très faible par rapport à l'Allemagne. Nous n'avons pas le Mittelstand, on le regrette. L'une des raisons fondamentales, c'est que dans la transmission d'une entreprise industrielle qui met pour se développer plus d'une génération, donc vous avez besoin d'une transmission, le coup de rabot fiscal a fait que beaucoup d'entre elles ont été vendues à des fonds et qu'on n'a pas pu faire grandir ce capitalisme familial. On a le pacte du Trade quand même en France qui est extrêmement avantageux et qui risque d'être raboté dans le prochain budget. Et qui reste supérieur néanmoins à ce qu'on pratique en Allemagne ou en Italie. Voilà. Et donc ce que je crains moi énormément dans ce dispositif, encore une fois, c'est l'impact sur l'outil de production. Et les gens qui posent ce type de débat, je crois qu'il faudra qu'à un moment donné, on se repose la question sur notre outil productif, la détention familiale personnelle de l'outil productif, qu'est-ce qu'elle apporte par rapport à notre sentiment de justice, par rapport à une détention financière. Dans l'industrie, par exemple, la détention par des capitaux financiers qui vous demandent 15% de rentabilité avec des publications tous les trimestres, mais c'est pratiquement ingérable. L'industrie, c'est quelque chose qui se développe dans le temps long. Heureusement qu'il y a des gens qui investissent leur propre argent dans l'outil productif avec une fierté personnelle et une capacité d'accompagner cet outil productif dans la durée. Ce débat entre détention du capital productif, entre personnel et financier, un jour, il va falloir qu'on le réouvre. On n'est plus au temps du modèle économique paternaliste où le patron avait l'entièreté de mainmise sur la société. C'est fini, c'est un mode de détention du capital. Je vais prendre des notes, Olivier. Non, je pense qu'il y a un point qu'Olivier dit qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi on a une concentration importante de patrimoine productif au sein de quelques familles? C'est l'étude que l'Institut des politiques publiques a sortie cette semaine. Elle a montré quand même qu'entre le classement Challenge et puis les premières fortunes qui apparaissaient avec une certaine stabilité de temps, il y avait une forme de stabilité assez importante et de corrélation assez importante. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, il n'y a pas forcément d'alternative de financement des entreprises, notamment des entreprises de taille intermédiaire, très capitalistique dans l'industrie. En fait, là, on souffre de notre manque de fonds de pension, de notre manque d'alternatives d'investissement. Et le problème, en fiscalisant trop l'outil productif, c'est que ça ne va pas faire émerger des fonds de pension du jour au lendemain, en fait. Donc, on va juste se priver d'une alimentation en capital de notre économie. Il faut voir que je sais pas, on ne sait pas trop si on va finir politiquement par avoir une taxe Zuckman ou quelque chose d'un peu édulcoré ou un autre ISF. Mais on semble se diriger vers un impôt sur la fortune improductive. Voilà, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Non, mais dans tous les cas, en fait, on va appliquer une fiscalité sur le coût du capital. Le coût du capital, on a l'impression en France de le débat public, c'est une sorte de variable d'ajustement implicitement, c'est-à-dire le coût du capital et que c'est la rémunération du détenteur du capital de l'actionnaire ou du prêteur. Et en fait, en soumettant une taxe dessus, implicitement, on considère que cette rémunération est variable. Mais on est dans une économie qui est très internationalisée. Les entreprises du CAC 40 sont détenues à 50% déjà plus par des fonds étrangers. Bien sûr. La dette obligataire française est largement détenue des entreprises, mais aussi publiques, par des fonds étrangers.
si on applique cette taxe, en fait, on risque juste de la payer nous-mêmes. Le coût du capital, il dépend de paramètres qui sont fixés internationalement, un peu comme l'or ou le pétrole. Oui. On ne se verrait pas aller sur le marché pétrolier et dire, mais moi, 60 € le baril, ça ne me va pas, je veux le payer 55 €. Ça ne va pas marcher, mais là, c'est un peu pareil. Donc là, on est en train juste de s'auto-infliger un surcoût du capital qui va priver nos entreprises de financement, sans compter les sujets aussi de liquidité, si les entreprises ont besoin de se verser des dividendes pour que les actionnaires s'acquittent de la taxe. Oui, c'était le grand problème de l'ISF que ça va poser les actionnaires dirigeants. À la fois pour des ETI, mais aussi pour des fondateurs de start-up. C'est ce qu'on a vu ces derniers jours. Vous souhaitiez réagir, Olivier? Oui, une petite réaction. C'est pas l'objet central du débat, mais que je voudrais juste mentionner. On n'a pas besoin de faire la retraite par capitalisation pour financer notre outil productif. Je vous rappelle qu'on a 6 600 milliards d'euros d'épargne des Français et qu'on n'est pas capable d'en orienter depuis 15 ans 2 ou 3%, notamment vers notre industrie, alors qu'on a déclaré depuis 15 ans que nous allions vers la réindustrialisation. Une bataille récurrente à Bercy, l'orientation de l'épargne longue vers l'investissement. Je veux dire, ne faisons pas un faux débat sur le financement de l'outil productif. Les Français ont une épargne, elle n'est pas orientée vers l'outil productif. Ça peut être fait demain. On n'a pas besoin d'attendre les fonds de capitalisation pour la retraite. On va essayer de trouver des solutions et de donner des solutions.